Bonsoir toi, bienvenue chez moi, chez La Pérouse, pour recevoir cette semaine Guillaume Gallienne pour son livre Le Buveur de brume aux éditions Stock dans la collection Manu au musée. Merci beaucoup Guillaume. C'est votre premier livre, oui. Paraît-il, mais non, c'est complètement faux. Vous êtes dans le du même auteur. On voit que vous avez publié, oui. Vous avez publié Le texte des garçons et Guillaume à table en 2009. Oui. C'était le texte de votre seul en scène. Oui. Exact. Bon. Ensuite, vous avez publié Un été avec Victor Hugo. Oui, coécrit avec Laura Elmaki, mais c'est vraiment pratiquement elle qui a tout fait. Enfin, c'était en 2016. Oui. 5 tomes de Ça ne peut pas faire de mal. Oui, et là, c'était vraiment, très souvent, c'était surtout rédigé par mes assistants. Non, mais c'était avec moi, mais ce que je veux dire, non, mais c'est des trucs, c'est des compilations, tout ce que vous voulez, et j'en suis ravi. Assumez que vous êtes un écrivain, Guillaume Gallienne. Vous avez publié également L'autre moitié du songe m'appartient, un recueil de poèmes de votre cousine Alicia. Oui, mais là, j'ai juste écrit une postface qui fait une page. Oui, mais tout de même, elle était forte, cette postface. Bon, merci. Donc, vous avez connu Alicia, d'ailleurs? Oui, j'ai connu Alicia, bien sûr. Oui. Oui. Nous avons festoyé parfois. Mais oui. Elle vous trouvait très amusant, déjà. Je m'en souviens. Vous êtes né à Neuilly-sur-Seine comme moi. Oui. Mais 7 ans après. Oui, j'ai essayé de tout faire comme vous depuis. Oui. Oui. Alors non, c'est un échec. C'est un échec. Parce que vous oui, publiez 22 livres, je signale. Mais c'est pour ça que je m'y mets maintenant. Peu de comédiens ont autant tourné autour de la littérature avant de se lancer. Dans l'actualité récente, on voit qu'il y a des comédiens qui s'y lancent un peu trop vite. Vous avez quand même... Non, mais vous avez un immense respect pour la littérature. C'est sans doute à cause de ce respect que vous avez mis autant de temps. C'est exact. Parce que j'ai le fait d'avoir, pendant 11 ans, lu des chefs-d'œuvre tous les samedis sur France Inter. Et voilà. Eh bien, oui, c'est vrai que ça m'a un peu... ça m'a empêché pendant un temps, oui. 53 ans d'attente avant donc ce premier livre complètement assumé comme le vôtre, Le buveur de brume. Oui. C'est intéressant parce que j'ai reçu d'autres acteurs ici, notamment Denis Podalides et Fabrice Lucchini, et ils ont la même angoisse. Ils ont eu la même angoisse avant de se lancer, puisque les deux ont publié également. Et donc, bravo d'avoir surmonté cette peur. Merci. C'est l'avantage aussi de la commande. Oui. C'est-à-dire que la confiance de quelqu'un, d'un éditeur qui vous dit « mais moi j'ai réellement confiance, allez-y ». Oui. Et aussi l'avantage de la collection, de s'inscrire dans une collection, c'est-à-dire que bon, le cadre est donné, il y a un cadre de départ, c'est plutôt rassurant. Oui. Alors même cette si collection, le cadre de départ finalement a explosé, mais voilà. Parlons de Manu au musée. Donc c'est une collection qui devient de plus en plus importante. J'ai reçu ici Richard Malka qui a passé une nuit au Panthéon. Puis Christine Angot qui a découché à la Bourse de commerce parce qu'elle n'a pas passé la nuit, mais qui a écrit peut-être un de ses meilleurs livres dans cette collection. Je suis d'accord. Et Léla Slimani aussi. Oui, Léla Slimani à Venise. Lola Lafont. Il y a des belles choses. Hein, et maintenant, vous publiez un râteau monumental parce que vous êtes allé à Tbilissi pour voir un tableau de votre arrière-grand-mère qui devait être au musée national. Énorme râteau et déception. Il n'était pas à l'endroit prévu. Non. Il a été déplacé. Non pas au musée national, mais à la galerie nationale. C'est inadmissible. C'était en fait soi-disant un malentendu. Mais peut-être que parce que vous étiez un peu pistonné par j'étais pistonné par la présidente Salomé Zourabichvili. Voilà. Et donc peut-être que c'était une vengeance du gouvernement qui ne voulait pas obéir à la présidente. Le gouvernement pro-russe qui s'appelle le Rêve géorgien. Et qui est un cauchemar et c'était exactement dans pouvoir de nuisance il y a pouvoir. Oui, alors vous arrivez donc vous trouvez le tableau de votre arrière-grand-mère Melita Cholokashvili flanqué sur une paroi entre deux salles et là j'ai hurlé. J'ai hurlé les plombs. Et ça c'est très drôle parce que le début du livre vous n'apparaissez pas comme très sympathique. C'est vrai, non mais c'est ça qui prouve que vous êtes un écrivain d'ailleurs. C'est que vous n'essayez pas de plaire, vous êtes un peu insupportable. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez gueulé sur tout le monde? J'ai hurlé.
Non, mais j'ai vraiment hurlé. Mais vraiment. Je viens de Paris, exprès, pour aller au musée. Non, mais vraiment, je suis arrivé, je dis, what the fuck am I doing here? What the fuck am I doing here? Ils m'ont regardé comme ça. Et je dis, where's my great-grandmother's portrait? On me dit, it's upstairs. Là, je suis monté, et là, j'ai dit, non. Je suis descendu, et là, j'ai hurlé. Et ce qui est... I came to Georgia with a special note. C'était genre, non, mais c'est là où le prince géorgien, aussi. Que vous êtes descendant donc de cette famille, les Tcholokashvili, vous êtes comporté de manière aristocratique. Je sais pas, parce que moi, on va faire frire vos testicules non, et vous les mangerez pour le dessert. Non, mais d'ailleurs, mon arrière-grand-mère, qui elle était princesse, elle n'aurait certainement pas réagi de cette manière-là. Mais non, moi j'ai hurlé parce que la colère est quelque chose qui est un atavisme que j'ai pas réussi à mettre de côté. Je le trimballe avec moi. Je pense que c'est dans mon ADN. Vous avez plutôt charmant et détendu ici. Mais parce que rien ne me froisse. C'est vrai. Pour l'instant. Pour l'instant. Non, mais en tout cas, cette colère du début du livre, elle fait que le lecteur est pris. Donc c'est aussi un truc assez malin, parce qu'on a envie de voir ce qui va se passer, comment Guillaume Gallienne va engueuler tout le monde. Et finalement, alors pour tout vous dire, c'est même pas malin. C'est-à-dire que cette colère, elle m'a habité pendant toute cette nuit. Et les 30 pages que j'ai écrites pendant cette nuit-là sont vraiment des pages de rage. Les 40 pages que j'ai écrites très vite après, lorsque je me suis retrouvé en famille à la montagne, sont absolument aussi habitées par une colère, mais vraiment une colère de déception. J'étais triste. C'était une colère triste. C'était d'abord une colère de rage, puis une colère triste. Et puis, une fois que j'avais ces 70 pages de rage, je dis, en fait, ce livre n'a aucun intérêt, et puis terminé. Et je n'ai plus écrit pendant 18 mois. Et puis finalement, je suis allé chez des amis écrivains américains, chez eux dans le Maine, et elle, c'est Richard and Michelle Preston. Et lui a écrit, il est connu notamment pour avoir écrit un livre dans les années 80 qui s'appelait Hot Zone, qui était le premier livre sur l'Ebola. C'était un spécialiste en épidémiologie et que j'ai rencontré à Princeton, et elle était éditrice, et de l'aéroport jusqu'à chez elle, dans la voiture, je lui dis, mais en fait, là, ce que j'ai écrit, c'est de la merde. Et elle me dit, mais le premier brouillon est toujours de la merde. Et je lui dis, vraiment? Elle me dit, ah, vraiment? Et il faut que ce soit de la merde. Parce que c'est le seul moyen de faire mieux. Et ça m'a énormément rassuré. Et donc, chez eux, pendant 6 jours, là, j'ai écrit énormément. Rassuré, en fait, c'est pas grave. Écris de la merde, c'est pas grave. Écris. Mais c'est pas et puis après, j'ai travaillé. Et après, j'ai travaillé. Et après, j'ai travaillé. Et là, j'ai adoré toute cette partie de travail de virer, de refaire, de virer, de refaire, voilà. Alors, je suis heureux de ça et en même temps un peu déçu, parce que moi, je croyais ce qu'il y a de raconter dans le livre, c'est-à-dire que vous aviez tout écrit en une nuit à la Galerie Nationale, enfermé par des pions et des surveillants qui viennent, voilà, qui viennent vous apporter du thé, du café, la nuit, du café, les 3 Guillaume. Voilà. Ouais. Et toute la nuit, vous revenez en arrière sur le passé familial de votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, qui sont géorgiennes ou russes, un peu, un peu des deux. Oui. Et donc je m'imaginais que cette colère, elle venait de votre sang géorgien qui s'était mis à bouillir. Elle vient de là, mais elle vient de mon père aussi, qui n'était pas du tout géorgien, et elle vient aussi beaucoup de mon père. Et ça gueulait énormément chez nous. Et puis aussi, peut-être, elle vient de votre enfance. Et là, il y a cette page que je trouve très belle, que je vous demande de lire, puisque vous avez lu pendant des années sur France Inter, pendant 10 ans. Hein. 11 ans, oui. Donc voilà, maintenant, vous pouvez refaire ça chez nous. Le portrait de Babou me fera-t-il revivre mes délires d'enfant, ceux dans lesquels moi aussi, j'étais une princesse, où je me prenais pour Sissi, ou sa belle-mère, l'archiduchesse Sophie. J'ai joué à ces jeux tous les soirs pendant des années. Dès que la maison s'endormait, je prenais la couette de mon lit et la transformais en une grande robe à l'aide d'une ceinture bien serrée. Et j'arpentais ma chambre en imaginant tout un tas d'interlocuteurs, que ce soit des scènes de bal à me figurer entouré de courtisans, des séances du conseil devant des ministres imaginaires, des audiences ou bien des jeux avec des enfants que je me représentais s'amusant autour de moi. Je me réfugiais dans un monde parallèle où c'était moi la princesse, non pas mon arrière-grand-mère. C'était moi qui étais d'une rare beauté et d'une grande élégance, et non pas ma grand-mère.
Moi et non pas mon père qui était riche et qui avait les pleins pouvoirs. Moi et non ma mère qui pouvait alterner sans transition une grande chaleur pleine de charme et une froideur implacable. Je n'étais plus une tapette ou une pédale dont on se moquait ou que l'on humiliait, mais une grande dame que l'on admirait. Je n'étais plus ce garçon de toute évidence manqué, mais une femme désirée. Toutes les nuits de mon enfance, j'existais avec ces attributs que je n'avais pas le jour. La vérité était que je n'étais pas une femme, je n'étais pas titré, je n'étais pas beau, et je n'avais aucun pouvoir autre que celui de mon imagination, et même elle ne faisait que m'enfermer dans des clichés à répétition. Mais toutes les nuits de mon enfance, je me réfugiais dans des déambulations incessantes, une couette de lit ceinturée autour de ma taille, à jouer une princesse bavaroise devenue l'épouse de l'empereur d'Autriche. Merci beaucoup. Alors voilà la source de la colère. Vous arrivez là avec l'espoir qu'enfin, on va voir en vous la grande princesse géorgienne. On va vous respecter. Et puis on vous a posé votre portrait par terre. Non mais ça va pas. C'est exactement ça. Mais oui. C'est exactement ça. C'est que je suis arrivé vraiment... j'y suis arrivé en Géorgie pour cette chose. Je suis arrivé vraiment comme un héritier. Mais vraiment. Et ça m'était dû. Et là, je me suis pris en pleine tronche. Pourquoi, passé 50 ans, oui. on a besoin de retrouver ses racines? Moi au Béarn et vous en Géorgie. C'est quoi notre problème? Je ne sais pas si c'est forcément un problème, mais en tout cas, moi c'était vraiment pour mon fils Tado. Le père de mon arrière-grand-mère s'appelait le prince Tado. Et c'est vrai que cette trajectoire entre le prince Tado et mon fils Tado, je me suis dit... qui a 18 ans, là. Il a 18 ans. Oui. Il vient d'avoir 18 ans. Le livre est dédié à Tado. Oui, parce que je voulais lui dire, en gros, écoute, on a tous des dossiers familiaux, mais on n'est pas forcément otage de toutes les névroses. Il y en a... on a le droit de les mettre de côté. Il y a des gens aussi un peu toxiques, on n'est pas obligé de se les fader. Voilà, moi j'ai un devoir de mémoire obsédant et obsessionnel depuis que je suis né, je crois. Je me souviens de tout et je me trimballe toutes les archives. Mais vraiment, je suis un archiviste, mais à la Borges. Non-stop, et tu n'es pas obligé de faire comme moi. Et donc, mes névroses et mes deuils, t'es pas obligé de te les trimballer. Donc, tu sais quoi, je te les compile, tu les mets dans ta bibliothèque. Si tu as envie de les consulter, tu peux. Mais voilà. Ce travail-là avait déjà été entamé avec le spectacle Les Garçons et Guillaume à table, puis le film. Mais ça, j'avais pas pensé à Tado pour le faire tellement. Là, je pensais plus à des mecs de ma génération. En fait, Les Garçons et Guillaume à table est vraiment né de plusieurs rencontres de mecs de ma génération qui présentaient plus ou moins les mêmes symptômes de... on a été étiqueté d'une sexualité avant même de la découvrir parce qu'on ne répondait pas à des critères et parce qu'on est né juste après 68 et que quelque part ça faisait chic de dire non, celui-là il va finir pédé. Et voilà, surtout dans un milieu bourgeois. Et là c'était plus pour répondre à et puis pour aujourd'hui c'est très à la mode et c'est presque intégré pour aussi déjà pointer la différence entre le genre et la sexualité et arrêter avec cette connerie d'amalgame. Voilà, c'était ça surtout. Oui. Quand même, on apprend dans Le Buveur de brume que votre père vous donnait des coups de ceinture, oui. Que votre mère était très dure avec vous. Elle pouvait, oui. Dans le film, elle n'était pas tendre. Dans le film, vous la montriez comme une femme drôle, assez toxique, bien sûr, qui avec un panache. Ouais. Voilà, mais puisque c'était vous qui jouiez son rôle, il y avait beaucoup d'amour. Mais elle a toujours et ce panache et cet humour. Hein. Oui. Mais là, vous dites qu'elle n'était pas douce. Ah non. Oh non, elle est vraiment non. Elle est comme m'a dit mon fils un jour, il avait 4 ans, il me dit quand même ta mère, elle est brusque. C'est-à-dire que ma grand-mère paternelle est fille de divorcés. Ses parents ont divorcé en 1905, ce qui ne devait pas être très facile à mon avis. La vie quotidienne, ça ne devait pas être sympa. Et surtout, c'est que le père, en partant, s'est retourné vers sa future ex-femme et les 2 filles. Il a dit j'en veux une des 2 et que l'épouse a choisi une des 2. A fait prends celle-là. Voilà.
Et c'était ma grand-mère. Oui. Et donc ma grand-mère elle s'en est jamais remise. Et il y a quoi. J'ai cru que c'était la mère de votre mère. Et elle a reproduit le schéma sur mon père, c'est-à-dire qu'elle a eu 2 fils. Et elle n'a eu de préférence que pour le cadet et a toujours été odieuse avec l'aîné, qui était mon père. Et c'était terrible parce que quand j'étais enfant, je voyais mon père qui, pour me rassurer ou peut-être me protéger de cette méchanceté, faisait semblant d'en rire. En disant, et moi je voyais que c'était pas drôle du tout, je trouvais ça gênant. Et je faisais, mais c'est affreux, elle est juste méchante avec lui, puis lui il souffre et je le vois bien. Et lui c'est genre, comme ça, c'était pathétique. En fait, c'est vrai qu'il y a un malheur dans les familles bourgeoises qui peut se transmettre de génération en génération et que c'est au fond le sujet véritable du buveur de brume. C'est comment vous, par exemple, grâce au théâtre, vous avez pu surmonter tous ces traumatismes sans basculer dans la drogue comme d'autres. Voilà. Exactement. Il y a aussi de ça. Après, c'est François Furet qui disait la bourgeoisie, c'est la seule classe qui ne s'aime pas. Moi, il y avait un contraste entre la bourgeoisie et l'aristocratie. Et c'est vrai que l'aristocratie de mon arrière-grand-mère ou de ma grand-mère était en effet se démarquait énormément. Parce que c'était des femmes qui ne prétendaient rien. Et qui étaient, peut-être, qui assumaient plus leur personnalité étant moins cruelle. Moins cruelle. Ah, il y avait zéro cruauté. Oui. Et puis elles pouvaient être des dragons s'il le fallait. Mais mon arrière-grand-mère avait une autorité incroyable, mais sans hausser le ton. Hein. Et puis, mais elles ne se plaignaient jamais. Et puis elles étaient d'une culture et d'une curiosité incroyable. Les Garçons et Guillaume à table était un film compliqué. C'est vrai que c'est une qualité. C'était un film comique et en même temps tragique. Oui. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui on en parle comme d'une comédie un peu amusante. C'était il y a 16 ans. Hein. Mais le film en anglais... Non, moins. Ah, la pièce, oui, il y a 16 ans. Oui. Et le film en anglais s'intitulait Me, Myself and Mom. C'est un très mauvais titre. Moi j'aimais bien. Moi, j'en ai trouvé un sublime après. Et lorsque j'ai demandé si on pouvait changer alors que le film n'était pas sorti, on m'a dit non. Et je le regrette parce que j'aurais dû dire, mais je m'en fous, en fait, vous le changez. C'était une réplique dans un film anglais dont j'ai oublié le titre. Et la réplique, c'était Sister Boy. Sister Boy, ah oui. Et ça aurait été un titre formidable. Mais donc, c'est un film, alors, qui raconte qu'un garçon est maltraité par ses frères, par son père, que la mère est marrante mais dure. Et au fond, c'était un film sur ce que c'est d'être non-binaire, ce qu'on dit aujourd'hui, mais qu'on ne connaissait pas comme terme à l'époque. Oui, exactement. Oui. Exactement. Non-binaire. C'est surtout... J'ai pas envie de choisir un camp. Enfin, c'est surtout l'histoire d'un garçon à qui on a étiqueté une sexualité avant même qu'il sache ce que c'est, quand même. Donc, c'est un peu compliqué. Parce que, et de comment se découvrir avec déjà une étiquette sur le coin de la gueule. C'est ça aussi. Et le fait de se dire, pour répondre visiblement à l'amour familial, il faut que je rentre dans cette case-là qu'on m'a laissée. C'est les projections, c'est-à-dire que, mais même toutes les projections, je trouve, sur les mômes, je trouve ça toujours très bizarre. Oui, des gens qui disent c'est un fortiche, lui. Oh, c'est un fortiche. Du coup, le gamin, c'est une injonction terrible, je trouve. Voilà. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que la famille, vous disiez, en gros, c'est lui l'homo de la famille, alors qu'à l'école, vous étiez victime de l'homophobie. Ah ouais. Vous étiez à Passy-Buzenval, l'enfer. L'objet d'un enfer de maltraitance. L'enfer. Et c'est drôle, il y a pas de harcèlement, en fait. Là aussi, c'est un mot qu'on n'employait pas à l'époque. Et il y a pas longtemps, j'ai reçu une lettre à la Comédie Française. Me disant, cher Guillaume, je ne sais pas si tu te souviens de moi, je m'appelle, je sais plus comment d'ailleurs. Voilà, je me suis toujours, j'ai été très choqué et très marqué par ce que tu as raconté, de ce que tu as subi à Passy-Buzenval. Nous étions ensemble. J'espère ne pas faire partie de ceux qui t'ont fait souffrir. Je l'espère vraiment. Mais il m'a pas donné de coordonnées, ni rien. C'est-à-dire qu'il veut pas savoir. Ouais. Et en fait, c'est quoi? Ils étaient ligués contre vous? Non, mais c'est la cruauté des mômes. Oui. Mais c'était de quel âge à quel âge? De 10 ans à 12 ans et demi, 13 ans.
Et là, vous avez fait une dépression ouais. à 12 ans. Ouais, et je suis parti pour l'Angleterre. Voilà. Mais dans un autre ça a mis pensionnat. du temps. Hein. Ils ont mis du temps avant de m'envoyer. Mais bon, je m'écroulais tout le temps. Je tombais dans les pommes, machin. Et puis, au bout d'un moment, il y a un psy qui a dit, bon, alors vous savez quoi, c'est pas seulement sa famille, son école, son machin, c'est le pays. Vous allez l'envoyer loin, celui-là. Et voilà. Et là, vous avez beaucoup aimé le pensionnat anglais. Oui. Ouais. Parce que les Anglais, quand vous faites partie de la même caste qu'eux, ne vous jugent jamais sur vos apparences. Donc, vous pouviez... traverser la cour de récré sans me faire insulter. Pas quand même habillé en Sissi. Non. Non, quand même pas. Non, l'uniforme. Oui, l'uniforme, c'est pas mal parce que ça unifie. Oui, oui. Parfait. Ah, oui, très bien. Ouais. Eh oui. Non, c'est bien fait le truc. Vous avez un peu laissé tomber la réalisation depuis votre deuxième film, Marilyn, 2017. Pas vraiment, parce que je réalise depuis 2 ans. En fait, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai perdu 2 ans sur un film anglais que je devais réaliser. Finalement, c'était trop compliqué, je ne l'ai pas fait. Et là, depuis 2 ans, je réalise l'adaptation de Cyrano de Bergerac en film d'animation avec des animaux. Oh. Sauf que la film d'animation, c'est très long. Donc, j'en ai encore pour 2 ans. D'accord. Voilà. Mais là, ça y est, j'écris... une prochaine fiction. Parce que c'est dommage, j'avais une bonne question après sur la paresse. Est-ce que vous êtes le Oblomov du 7e art? Parce que Guillaume est un grand lecteur d'Oblomov, de Gontcharov, qui est un roman sur un paresseux, un oisif. Oui. Et c'est un personnage que vous avez interprété. Ouais, j'ai adoré. Et que je l'ai adapté en téléfilm pour Arte, que j'ai réalisé. Oui. Et j'adore ce personnage. C'est même pas oisif, c'est que vraiment chaque effort est une montagne. Mais vraiment, Zahar, il appelle son vieux domestique, Zahar, mais d'ailleurs, c'est devenu un mot. Oui. En russe, c'est un mot. Yaoblom, c'est la flemme. Oui. Yaoblom. La procrastination. Ah oui, vraiment. Ah oui, vraiment. Il y a dans Le Buveur de brume un art de la digression aussi. Oui. On voit que vous aimez bien, et ça c'est aussi une qualité d'écrivain véritable. C'est-à-dire, merci, mais oui, d'écrire ce qui n'était pas prévu. Oui. D'ailleurs, toute l'histoire, rien de ce qui devait arriver n'est arrivé comme prévu dans ce livre. Oui. J'adore la digression, mais en fait c'est aussi parce que je voulais... Il y a un livre qui m'a marqué qui s'appelle Les 3 anneaux de Daniel Mandelson, dans lequel il différencie l'écriture linéaire de l'écriture circulaire. Et Homère et Proust, évidemment, sont des auteurs d'écriture circulaire, Tchekhov aussi. Et ça rejoignait ce que Alain Françon nous disait quand il nous mettait en scène dans Les 3 sœurs de Tchekhov. Il disait c'est une chorale démocratique. En fait, c'est centrifuge, c'est-à-dire que il n'y a pas de centre. Le centre, c'est le spectateur. En fait, ce sont juste des motifs qui sont pris par l'un, repris par l'autre, puis repris par un autre, puis repris par un autre. Et c'est le spectateur qui doit faire le boulot de tout. Et j'avais envie de faire ça avec Le Buveur de brume, toute proportion gardée, mais j'avais le lecteur doit rejoindre les pointillés. Oui. Entre tout d'un coup mon père, tout d'un coup Tchekhov, tout d'un coup les itinérants ou les ambulants, et puis les femmes, et puis des motifs comme ça qui reviennent d'une manière circulaire dans cette nuit. Mais alors vous dites aussi dans le livre que vous avez besoin d'être cadré, que vous avez besoin d'une structure. Oui. Et d'ailleurs, en commençant, vous avez dit heureusement qu'il y avait une commande. Oui. S'il n'y avait pas eu la commande, j'aurais pas osé. Oui, c'est vrai. Donc énorme contradiction. Débrouillez-vous avec ça. On peut pas dire à la fois je veux être elliptique et en même temps je veux être cadré. Alors c'est marrant. Je vois ce que vous voulez dire. Mais c'est exact. En fait, j'ai besoin d'un cadre pour pouvoir, après moi... désobéir. Oui. Ah oui, comme le dit Antoine Compagnon dans son livre qui s'appelle « Déshonorer le contrat ». C'est pour lui la définition de la littérature. Roland Barthes, à toute sa vie, n'écrit que des ouvrages de commande, mais il n'obéit pas complètement. Ah ben voilà. Bon, vous êtes un peu comme Roland Barthes. J'adore l'idée, alors vraiment. Est-ce que c'est pour ça que vous vous êtes converti à la religion orthodoxe? Oui, le cadre et... À l'intérieur, oui, absolument. D'où la barbe de Pope. De Pope. Voilà, oui. Il ne manque plus qu'un chapeau. Non, je vous ai dit en début d'émission, j'essaie de faire tout comme vous. Donc, oui, bien sûr. Merci. Merci, c'est bien. Si seulement tous mes invités disaient la même chose. Alors, est-ce que vous préférez le cinéma ou le théâtre? Ça, c'est pour vous emmerder, parce que c'est vraiment une question con. Oui. Là, en ce moment, vous êtes plus au théâtre qu'au cinéma depuis quelques années. Oui.
Oui, parce que j'ai des très beaux rôles et que... alors, étonnamment, les moments de grâce les plus marquants que j'ai eus dans ma vie, c'était au cinéma. Mais le travail, le partage et l'apprentissage humain, je le vis pour l'instant dans la troupe de la Comédie Française et avec ces textes-là. Mais voilà, c'est-à-dire qu'avec les textes, évidemment que c'est le théâtre, mais hors texte, laisser jaillir quelque chose, laisser remonter à la surface, me laisser surprendre, c'est au cinéma. Mais maintenant que vous êtes en plus écrivain, qu'est-ce qui va se passer ? Vous n'allez pas être obligé de choisir. Est-ce que, par exemple, vous n'allez pas avoir envie de monter sur scène et de dire des extraits du Buveur de Brume ? Ça, je vais le faire un peu, là. On le fait un peu pour... je savais pas du tout, d'ailleurs, mais il y a plein de gens qui, maintenant, m'appellent pour... Ce que vous venez de lire, là, le passage où vous vous déguisez en Sissi, c'est marrant. Et puis c'est émouvant. Je vais sur scène, ça peut marcher. Non, mais je vais le faire un peu, mais pas trop non plus. Je suis pas non plus... ça va. Les garçons et Guillaume à table, c'était autobiographique aussi. Oui, mais c'était joué. Je jouais 52 personnages. Là, c'est juste de la lecture. Je veux bien faire un peu de lecture, mais pas trop non plus. J'aime être un passeur. Mais en général, j'aime travailler avec. J'aime pas travailler seul. On peut passer son propre texte, vous oui, savez. Mais c'est seul, c'est solitaire. J'aime pas ça. Vraiment, j'aime pas du tout travailler seul. J'ai fait 2 monologues dans ma vie. Les 2 étaient très beaux, enfin m'ont beaucoup plu, mais je pouvais pas le faire trop longtemps. Au bout d'un moment, on s'enferme dans une précision, c'est terrible. Vous racontez d'ailleurs dans le livre qu'il y a eu un moment, vous en aviez marre de jouer. Alors c'était Lucrèce Borgia. Vous êtes devenu presque fou à force de tous les soirs jouer la méchante ou la femme que tout le monde déteste. Oui, c'est plus ça. Oui. C'est plus ça. C'était que j'avais besoin de ouais. Ah oui. Non, puis j'avais besoin de défendre cette femme et au départ coûte que coûte, et en fait non, j'ai pas eu les moyens. De faire plus long que 3 ans, mais c'est bien 3 ans. Mais c'est le fait de jouer le monstre qui était trop difficile au bout de... Non, pas du tout. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est la violence. Déjà la violence masculine, parce que en fait, lorsqu'on est une femme avec un corset et qu'on se fait déshabiller, maltraiter, violenter, utiliser, traîner par terre tous les jours, c'est violent. En plus, c'est très concave lorsqu'on joue une femme. On encaisse, et puis au bout d'un moment, voilà. Donc vous avez, bref. À un moment, vous êtes parti vivre à Princeton pour enseigner... Juste après, oui. C'était un genre de craquage d'envie de, là encore, comme le pensionnat en Angleterre, de foutre le camp de ce pays bizarre, la France. Alors, ce n'est pas par rapport à la France. Vous avez été célébré, vous veniez de recevoir la consécration dont rêve un artiste. Deux Molières, 5 Césars. Mais là, c'était plus tard, c'était en 2017, mais je suis parti, je suis parti pour mieux revenir. C'est ce que j'ai dit à Eric Ruff. Je lui ai dit, écoute, là, j'ai vraiment envie d'arrêter de jouer, mais vraiment, je peux plus jouer ni Lucrèce, ni rien d'autre. Mais laisse-moi partir 1 an et je reviendrai la fleur au fusil. Et évidemment, je suis pas parti vraiment 1 an, parce qu'on a joué les damnés en tournée à New York. Vous avez mis en scène un opéra aussi. Ah oui, ça, je faisais déjà beaucoup de ballets. Et là, j'avais mis en scène la Cenerentola, et puis, mais à ce moment-là, à New York, j'ai écrit un ballet pour Alexei Ratmansky, pour l'American Ballet Theatre. On avait fait, il voulait absolument un truc grec, mais je voulais pas forcément mythologique, et donc je me suis inspiré d'un des premiers livres de l'humanité qui s'appelle Kéréas et Kallirhoé de Cariton, qui est assez incroyable parce qu'on voit que Shakespeare a absolument tout pompé. Et il y a Roméo et Juliette, il y a Périclès, il y a le Conte d'hiver, il y a Othello, il y a tout. Et ça, je l'ai adapté dans un ballet qui s'appelle Of Love and Rage, qu'on a créé au Met. Enfin, d'abord à Los Angeles, puis au Met. Vous voyez les gens vous qui nous regardez, tout ce que fait cette personne, c'est quand même, non, c'est juste pour donner, parce que tout le monde ne sait pas que vous faites tout ça. Ah non, mais ça, c'est de la folie.
Non, c'est des rencontres, c'est merveilleux. Non, c'est vraiment des rencontres. Et puis, mais j'adore travailler avec les danseurs depuis très longtemps. Vraiment, depuis très longtemps, j'adore aider les danseurs dans l'économie du signe. Enfin bon, bref. Revenons au livre. Oui. Alors, vous êtes un fou de littérature russe. Oui. Vous le dites beaucoup dans le livre. Oui. Et puis, alors, vous citez Tolstoï, Dostoïevski, Bulgakov, Gogol, Pouchkine, Tchekhov, évidemment, Gontcharov, on en a parlé. Et pourtant, ce livre, il est beaucoup plus français. C'est un premier livre autobiographique, une confession intime, vraiment à la Benjamin Constant, à la... Non, mais il n'est pas du tout russe. Ça, c'est sûr qu'il est... Non, il n'est pas du tout russe. Qu'est-ce qui se passe? Alors que vous êtes converti à la religion orthodoxe? Oui, mais parce que Vous avez écrit un livre d'Emmanuel Carrère. Si seulement j'adorerais. Qui est russe aussi. Ouais. Et géorgien aussi. Moi. Ouais. Oui. Et ben voilà l'explication. Vous faites comme lui. Vous savez qu'en septembre prochain, Emmanuel sort Kolkhoz. Un livre intitulé Kolkhoz sur sa mère. Moi, j'adore l'écriture d'Emmanuel Carrère. Il a des moments de fulgurance d'humanité. Moi, j'oublierai jamais le mec qui, avant de se faire amputer, va niquer là dans d'autres vies que la mienne. Ces pages-là, c'est d'une beauté. Et puis dans Limonov, il y a des pages extraordinaires. Un roman russe. Oui. Et son article, d'ailleurs, un roman géorgien, est très intéressant. Oui, très intéressant, c'est vrai. En tant que russo-géorgien, est-ce que vous avez choisi un camp? Parce que la Géorgie est en guerre contre la Russie. Alors, malheureusement, non, elle n'est pas en guerre. Malheureusement. Il y a eu une guerre il y a quelque temps et mais justement, la prochaine est proche. Non, elle est à la solde. Aujourd'hui, elle est totalement à la solde de la Russie. Il y a un milliardaire qui s'appelle Bidzina Ivanishvili qui vend son pays et son peuple pour quelques millions de dollars de plus, comme s'il n'en avait pas déjà suffisamment. Et il vend littéralement son pays en corrompant totalement un gouvernement qui est à la solde de Poutine et qui réprime de plus en plus des manifestations pacifistes qui ont lieu tous les jours depuis ces élections truquées. Et on voit bien, c'est la méthode Poutine, entre guillemets, la méthode douce, qui est en utilisant, soi-disant, la démocratie avec une propagande des réseaux sociaux, des fermes de trolls qui polluent tous les médias et tout ça, la corruption, des bastonnades, des intimidations et ensuite des opposants en prison. Des opposants en prison et qui sont condamnés et puis carrément tués maintenant. Et voilà. Donc non, elle est malheureusement pas en guerre. Elle est déjà soumise. Donc on espère que ça va bouger. Ce gouvernement a été reconnu, je crois, par les nobles pays du Nicaragua, de la Corée du Nord et de la Russie. Point final. Il est reconnu par personne. Mais non, c'est tragique. C'est tragique. Déjà dans les supermarchés à Tbilissi, pratiquement tous les produits sont que russes. C'est déjà colonisé. Voilà. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup pour être plus léger. Oui. C'est Babou, donc Babouchka, votre grand-mère. Mon arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Oui. Elle est au sport d'hiver en Autriche. Oui. Et un baron allemand lui demande: avez-vous bien chié ce matin? Oui. Alors expliquez-nous. Mais parce qu'en allemand on prononce pas le K, on dit chia, et il se piquait de parler un très bon français, et tous les matins, elle revenait du ski vers l'heure du déjeuner, et il se levait de son siège sur son balcon, et comme ça, il tirait son chapeau, et très fier du français qu'il parlait, de ses ponchos aux princesses. Avez-vous bien chier ce matin? Et mon arrière-grand-mère, voulant rester très courtoise, lui disait: merci baron, j'ai très bien chié ce matin. Et sans corriger sa faute. Alors, je vais pouvoir enfin vous poser la question indiscrète que tout le monde me pose quand j'écris des livres autobiographiques. Oui. Et comment ils l'ont pris, vos parents? Et comment l'ont pris vos frères? Qu'est-ce que vous leur mettez quand même? Mes frères, rien du tout. Je leur mets rien du tout, mes frères. Il y a quand même, on a l'impression que ça a été dur, votre enfance a été dure. Vous étiez... pour eux aussi. Hein. Ouais. C'est ce que je dis. Ouais. Non, là, je dis pour eux aussi. Hein. D'accord. Non, mes frères, je leur mets rien du tout. Mon père, il est plus là. Il est plus là. Et puis mon père, Vous les sauvez tous les deux, bien sûr, à la fin. Ouais. Ouais, mais c'est un livre qui va de la colère à l'apaisement aussi. Oui. Ma mère, elle l'allume, elle m'en a rien dit, mais elle va pas bien. Elle a une santé épouvantable, la pauvre. Donc là, pour l'instant, c'est pas le sujet, mais peut-être que elle m'en parlera ou pas. Oui. Après, je crois qu'ils ont aussi compris que bien sûr, il y a nos vies
Et puis, à ce qu'on en fait, il y a, enfin, après l'art, on le transforme. Oui. Oui, et voilà. Et après, ça change rien nos rapports. Tant mieux. Qui peuvent être tendres. Hein. Mmh. Parce que moi, j'ai l'impression d'être tendre, quand même. Je suis très sincère, donc je nomme les choses, mais franchement, j'essaie toujours de réparer et d'être dans la tendresse. Donc, j'ai pas l'impression que ça fait jamais, en tout cas, la plainte. Je joue Cosette et plaignez-moi, et en même temps, il y a de la vengeance. Ça dépend. Il faut le lire jusqu'au bout. Voilà. Il faut le lire jusqu'au bout. Je suis d'accord avec vous. Nous avons un jeu que le monde nous envie dans cette émission qui s'appelle Devine tes citations. Je vais vous lire des phrases de vous. Ah bon? Oui, et vous devez me dire, alors, dans quel livre où votre signature apparaît, vous avez écrit ceci. D'accord. À quoi peut-on croire seulement à la vie lorsque la mort vous sourit? Ça, c'est à mon avis, c'est... À quoi peut-on... Il y a un piège. Oui, parce que c'est pas Alicia. Si, c'est Alicia. C'est Alicia. Mais c'est pas de moi. Mais ça, c'est pas de moi. C'est Alicia qui l'écrit. C'est un poème d'Alicia. Oui, dont l'autre moitié du songe m'appartient. Seulement à la vie, lorsque la mort vous sourit. Vous pensez que la mort vous sourit? Est-ce que vous y pensez? Parce que elle est présente dans ce livre. Ah oui, mais elle est présente dans il y a Thierry, Bénédicte. Ouais, il y a mon frère, ma sœur, et puis Alicia, et puis qui tous deux sont partis. Vous pensez souvent à la mort? À mes morts, plus qu'à ma mort. Oui. Ouais. Une autre phrase de vous. Peut-être, c'est pas sûr. Rien ne vaut la douceur d'une maman. Ah oui. Alors c'est pas de moi, mais c'est dans le Buveur de brume, c'est de Tolstoï, c'est dans Anna Karénine. Oui, 1877. Alors racontez la seule caresse de votre mère quand vous rentrez de pensionnat. Oui, un vendredi, elle était venue me chercher à Rueil-Malmaison et j'ai enfin craqué. Je lui ai dit en fait les insultes et les humiliations et tout ça, et je lui ai raconté tout. J'ai pleuré tout le trajet. Et en arrivant à la maison, je me souviens, on avait une petite pente comme ça où on garait la voiture. Elle a garé la voiture, elle a éteint le moteur. J'étais assis à l'arrière là, et j'ai vu sa main se mettre entre les deux sièges avant. J'ai vu sa main et elle a pris la mienne et avec son pouce, elle a caressé le haut de ma main, comme ça. Et puis voilà. C'est la seule fois. Oui. Quand vous entendez parler de l'affaire Bétarame et de d'autres pensionnats qui sont des endroits qui ont maintenant la parole se libère sur tout ça, sur les maltraitances aux enfants pendant tout le XXe siècle. J'imagine que ça vous touche beaucoup. Moi, je suis pas du tout surpris. Oui. Je suis vraiment pas surpris, mais moi j'ai été élevé au 19e siècle, donc alors vraiment ça ne me surprend absolument pas. Vous pensez qu'à Passy-Buzenval, il y avait peut-être aussi de la violence, des châtiments corporels, il y en avait ou... Nous, on se faisait... C'était plutôt entre les élèves. Non, oui, mais moi je me souviens d'un frère des écoles chrétiennes qui nous tirait les cheveux là. C'était extrêmement douloureux et qui nous tapait avec la règle, bien sûr. Oui, sur les ongles. Oui, comme ça. Surtout, c'est la mise en scène à chaque fois, tellement sadique, de présente tes doigts. Oui. Et on le faisait, le fait de nous obliger à... C'est extraordinaire. Ou agenouiller sur une règle carrée aussi. Oui, oui, absolument. Enfin, des trucs de vrai sadisme. Oui. Ouais. Autre phrase qui est dans votre livre. Jusqu'à la fin de mes jours, tout ce que je ferai sera gentil mais sans plus. Ah, ça c'est Trigorine qui dit ça dans La Mouette de Tchekhov. Oui, c'est vrai. 1896. Cette phrase vous intimidait parce que vous disiez je ne peux pas écrire, j'ai peur d'être gentil. Mais vous y arrivez, vous n'êtes pas gentil. Bon, merci. Bravo. Merci, c'est gentil. Une autre. J'ai eu la chance de lire tant de chefs-d'œuvre que je me suis toujours senti incapable d'écrire. Oui. Ouais, oui. C'est dans celui-là. De brume. Ouais. Ouais. Ben écoutez, je vais vous dire, si seulement les autres écrivains avaient autant de scrupules que vous. Non, alors ce qui s'est passé en écriture pure, c'est vrai, c'est que dès que je voulais styliser, en fait, étant donné que c'est moi qui parle, c'est ma voix, dès que je voulais styliser, ça ne marchait pas. Dès que j'essayais que la phrase soit plus littéraire, disons,
Eh bien, non, ça ne marchait pas. Mais il faut pas. Ça s'annulait tout de suite, mais vraiment. Mais ça se dénonçait immédiatement. C'est ça qui est drôle, cela dit. Mais c'est parce que vous avez un œil de lecteur, vous avez beaucoup lu, c'est ça aussi. Peut-être si on a beaucoup lu, on voit tout de suite ce qui est bidon. Une dernière, le jour où les femmes commencent à te faire des compliments, c'est que c'est fini. C'est ma grand-mère qui disait ça. Elle disait ça sur sa beauté. Oui. C'est terrible. Si les femmes te font des compliments, elle me dit le jour où les femmes ont commencé à me faire des compliments, j'ai compris que c'était fini. Bah oui, parce que elle était extrêmement belle et que vraiment elle rentrait dans une pièce, les gens s'arrêtaient. Et donc, oui, il y a une photo d'elle d'ailleurs dans le livre. Ouais. Magnifique. Je vais jamais la retrouver. Non, on oublie, mais oui, il y a plusieurs photos, mais. Ouais. Elle vous a donné un cours de baise-main à Venise. Oui, à côté à Abano, oui. Ah oui, il faut raconter, parce que alors, donc vous vous précipitez pour embrasser la main. Mais c'est qu'elle me présente à une princesse italienne, je ne sais quoi, dans son truc, elle prenait les os. Et c'était des bains de boue, je ne sais quoi, à Abano, et elle m'avait invité une année pour pouvoir me faire découvrir la Vénusie. Et donc elle me présente cette princesse italienne, et je plonge dans un baise-main, mais... vous faites le baise-main trop bas. En fait, pas seulement trop bas, mais trop... C'est important pour les auditeurs du Figaro Télé de bien savoir faire le baise-main. Pas seulement trop bas, mais pas souple. C'est-à-dire que c'était un peu rigide. Ah oui, genre comme un Allemand. Ben c'est ce qu'elle m'a dit tout de suite. Elle m'a dit, manque plus que tu te claques les talons. Et moi, j'étais très fier d'avoir fait... J'avais 15 ans ou 16 ans. Oui. Et je dis, mais pourquoi? Elle me dit, non, t'es pas dans l'armée allemande. Donc, le vrai baise-main... Elle me dit, un baise-main est un hommage qu'un homme rend à une femme. Donc, il doit être fait avec délicatesse et souplesse. Et donc voilà. Et donc, il suffit... On a le droit de la monter, la main, un peu. Oui, un peu. Mais c'est souple, surtout. C'est pas... voilà. Oui, voilà, bien sûr. Nous passons maintenant au conseil de lecture de Guillaume Gallienne. Je vous avais envoyé les questions. Alors, vous vous souvenez? Oui, allez-y. Oui, attention. Hein. Ouais. Un livre, parce que vous êtes un grand lecteur, donc on a besoin de savoir, on a envie de connaître vos goûts. Oui. Un livre qui vous donne envie de pleurer. L'hibiscus rouge de Chimamanda Ngozi Adichie. Oui, c'est pointu. Oui. Oui. Oh, c'est sublime. C'est sublime. Alors, c'est d'abord écrit en anglais, mais c'est merveilleusement bien traduit. C'est vraiment très, très, très beau. C'est une écriture extraordinaire. J'adore cette auteure. Elle est nigériane, mais aux États-Unis. Et pourquoi ça vous fait pleurer? Parce que la relation, parce qu'il y a un amour impossible avec c'est une jeune fille battue et un père fou furieux et qui découvre ce que c'est que l'amour familial avec des cousins, avec une tante merveilleuse. Et là, elle tombe amoureuse d'un prêtre qui a compris. C'est terrible. L'amour non réciproque est une des choses qui me bouleverse le plus au monde. Oui. Et alors, une fois qu'on a lu celui-là, un livre pour arrêter de pleurer. Portnoy et son complexe de Philippe Roth. Oui. Impubliable aujourd'hui. Hein. Il se masturbe dans un bus. Non, mais c'est à mourir de rire. Mais quand il se masturbe chez lui et que sa mère va... Non, mais c'est à mourir de rire. Il se masturbe dans un rôti, non? Non, après, il le fait avec il le fait avec une sauce vinaigrette. Ah, mais... Il le fait avec une sauce Paul Newman, et sauf qu'avec la vinaigrette, ça lui fait mal. Ça le brûle. Bon, j'ai quoi d'autre sur ma liste? Pardon, je deviens débile. Un livre pour s'ennuyer. La montagne magique de Thomas Mann. Ah bon? Oui, c'est vrai qu'il devait rester 3 semaines, il reste 7 ans. Oui. On se flingue. Dans ce sanatorium. Non, mais on se flingue. Mais c'est très beau, c'est merveilleusement bien écrit tout, mais c'est quand même... Oui, c'est un bon bizutage. Un livre pour crâner dans la rue. Le zen de l'art chevaleresque du tir à l'arc. Ça jette. Ça, c'est... Ouais. Bah, à mon avis, vous baladez avec ça. Ah oui, quand même. Quand même, oui. Ah oui. Ouais, quand même. Un livre qui rend intelligent. Oh. J'ai envie presque de dire tous, parce que il faut aussi des choses où on a le droit de dire, mais c'est à chier, ça. Enfin, ça va pas. Enfin, il y a la lecture, de toute façon... on apprend. Vous place en... vous avez le droit de juger aussi, vous avez le droit de dire mais je m'ennuie, vous avez le droit de dire mais c'est à chier, enfin, mais un livre qui rend intelligent,
Les Mémoires d'Adrien, de Yourcenar. De Marguerite Yourcenar. Un livre pour séduire. Ça dépend quelle tranche d'âge. Ah oui, vous voulez dire que... Genre, si vous voulez séduire les jeunes, vous allez vous balader avec ça va Musso. Non, mais ça va être plus genre... non, mais comment s'appelle l'autre, là, Cohen? Oui, Albert Cohen pour Belle du Seigneur. Belle du Seigneur, ça, il y a toute une tranche d'âge qui tombe en pamoison. Il y en a d'autres, c'est le deuxième sexe. Et puis il y en a d'autres, on va aller plus vers... Annie Ernaux. Ah, alors là, ça devient quel genre? Mais bon, bref. Bon, oui, attention. Un livre que je regrette d'avoir lu. Bon, vous allez me dire encore que vous ne regrettez rien. Non, un livre que je regrette d'avoir lu, eh bien, en fait, j'ai oublié le titre. Je me souviens très très bien. Clamsé à Tataouine. Non, mais ça, alors, d'abord, non, mais c'est surtout, c'était un livre, comment ça s'appelle? Ça faisait vraiment l'hypocagneuse de service qui faisait genre très simple, mais en plein milieu, quand même, un petit adverbe. Ouais. Compliqué. Un petit truc un peu, et on fait, voilà. Un livre que je fais semblant d'avoir fini. L'Ulysse de Joyce. Ah ouais, comme beaucoup de mes invités. Je suis désolé. Oui. Le livre que j'aurais aimé écrire. La longue route du sable de Pasolini. Tiens, bien, oui. Original. J'ai marqué des points là. Oui, cool. oui. Le pire livre que vous ayez jamais lu de toute votre vie. Alors pire, non pas parce qu'il est mal écrit, mais parce que ça, j'ai jamais eu aussi froid aux os. C'est les récits de la Colima de Chalamov. Ouais. Sur le goulag. Sur le goulag et sur parce que là, c'est pas du sadisme ou de la haine, c'est encore plus. C'est-à-dire que l'homme n'est même plus victime il est carrément minéral. Ouais. Il vaut pas plus qu'une pierre. Enfin, il est minéral. Ouais. Et puis, la bêtise bien sûr, autour est dingue. Ouais. Alors, et elle est vraiment, comme disait Einstein, elle est infinie. Hein. Et puis, c'est merveilleusement bien écrit. C'est insoutenable. Et le livre que vous lisez en ce moment? Je viens de commencer Les Cambrioleurs de Fabio Viscogliozzi. Et je connais pas, non? Ah, j'adore cet auteur. Il faut lire Fabio Viscogliozzi, Frédéric. Il faut lire Fabio Viscogliozzi. Non, mais je vous en supplie, lisez. Elle est où la caméra? Lisez. Non, mais réellement, je suis pour tout ce qui aide à traverser la nuit. C'est à tomber. Mont Blanc, très très beau, plus autobiographique sur, sur la mort de ses parents. L'apologie du slow. Ah, ça c'est bien. Oui, j'avais lu ça, je crois. Fabio Viscogliozzi. L'apologie du slow, c'est très important. Merveilleux. Oui. Et là, Les Cambrioleurs. Ok. Merci beaucoup, Guillaume Gallienne. J'ai une dernière question avant de nous quitter. Oui. Au bout du compte, après avoir écrit votre premier livre, oui. La différence entre la littérature et le théâtre, est-ce que ça n'est pas tout simplement que au théâtre, il faut être quelqu'un d'autre et en littérature, il faut être soi-même? Ah, ça me plaît beaucoup. Alors, c'est drôle parce que là, en ce moment, j'écris mon deuxième livre et ce sont des paroles de femmes et je ne sais pas si c'est forcément moi-même. Néanmoins, là, je trouve que la vraie différence, c'est en fait, la mobilisation en écriture n'a pas de temps. Merci donc au Figaro TV pour la réalisation et surtout, n'oubliez pas, lisez des livres. Sinon, vous mourrez idiot. Ce serait quand même dommage.